de la compta. Encore du people à tous les rayons cette année à la télé. Du premier prix au plus cher. Et parmi tous ces people, des couples dont on n'a rien à dire, sans histoire. C'est vraiment charmant. Et d'autres qui en ont plein. Et l'histoire? C'est l'histoire d'une ambition, c'est l'histoire d'une malédiction, c'est l'histoire de l'homme des glaces. Son histoire. C'est l'histoire d'une jeune femme, l'histoire d'une actrice célèbre. Laurence Ferrari, Thomas Hugues, un couple à faire des histoires et pourtant ce ne sont pas les leurs qui ont intéressé la presse cet été. Le harcèlement médiatique, il fut pour le couple Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquet avec leur fameuse histoire très intéressante. C'est tellement nul que ça ne mérite pas qu'on y consacre trop de minutes. Et pourtant, cette affaire aura duré tout l'été dans les journaux, des kilos de papier rédigé. Et le pire, c'est que ça s'est très bien vendu. Une partie du public se passionnant pour ce genre d'histoire. Les good shots, c'est des good shots. Résultat, à la rentrée, Jean-Pierre ne restait pas penaud et marquait le coup lors de la conférence de presse de rentrée de TF1. Ça, c'est pas du boulot, c'est de la merde. 30 août 2005, ce jour-là, Jean-Pierre Pernaut est très en colère. J'ai vécu ça comme tout simplement quelque chose de très affligeant de la part de gens qui se disent journalistes et qui écrivent n'importe quoi pour vendre du papier. Et pour moi, mon métier, c'est autre chose que ça. Star malgré lui de la saga de l'été, les déboires conjugaux du présentateur chouchou de la France profonde ont permis au magazine People d'atteindre cette année des records de vente. Une ex-Miss France devenue fermière de luxe, un jet-setter sur le retour et un présentateur attendrissant. 3 personnages qui font vendre et qui passionnent le lectorat. On a connu un très bon été, mais on s'est lancé évidemment volontairement le 20 juin parce qu'on savait que la période d'été était une période très propice à la presse People. On a dépassé les 650 000 exemplaires sur certains numéros. En vacances, on est beaucoup plus anonyme, on est sur la plage, on va l'acheter au kiosque, on passe 2 heures avec. Donc il y a de la légèreté et plein de barrières qui tombent. Derrière ces couvertures accrocheuses, 3 grands groupes de presse qui se livrent une guerre sans merci. Indétrônable depuis 18 ans, Voici doit à présent compter sur les attaques des petits nouveaux, Public et Closer. Résultat, une chasse au scoop et une recherche perpétuelle du cliché exclusif. Chaque semaine, une nouvelle révélation dans l'affaire Pernaut. Il y avait un vrai suspense dans cette histoire. Donc c'est comme de la télé-réalité grandeur nature. Qui sont vraiment dans le côté les stars ont exactement les mêmes problèmes que vous. Les filles, à partir de 30 ans, elles ont de la cellulite. Les garçons, ils perdent leurs cheveux. Ils se font plaquer par leurs femmes. Et on retrouve exactement les mêmes problématiques que vous dans votre vie quotidienne. Surprise, cette année, la presse généraliste se met elle aussi au diapason. Le people est rentable, transgénérationnel et permet de se démarquer de la concurrence. Le 13 août, Télé 7 jours publie les clichés volés de Nathalie Marquet et de son collègue fermier Daniel Ducruet sur la plage, puis invitant guest star Geneviève de Fontenay. Moi, je réagis surtout par rapport à une ex-Miss France. Moi, on vient pas voir le matin si je suis déshabillée, pas déshabillée, comment je suis, parce que je me montre pas. Et je vais pas m'étaler non plus sur des plages où je voudrais pas qu'on me voie. Non, la vie privée, elle est bien entendu respectable. Mais à partir du moment où cette vie privée n'est plus privée mais publique, eh bien, ça ne va plus. Toutes les personnes qui se mettent elles-mêmes dans la vitrine s'exposent à la curiosité du public. Et la notoriété énorme de ces personnes-là fait que cette curiosité du public est légitime et débouche sur le droit à l'information. Grande nouveauté également, les ragots s'installent à la télé par l'intermédiaire des spots publicitaires, récemment ouverts au magazine de presse écrite. Pernaut attaquait sur sa propre chaîne un paradoxe. Une rumeur parlait même de relations tendues entre TF1 et le groupe EMAP, détenteur du titre Closer. On a prévenu TF1, on en a discuté, et ils nous ont laissé le diffuser. Et cette histoire a été exposée partout, donc il y a un moment donné où l'histoire, elle échappe à la chaîne, elle est devenue du domaine public. Dans le monde d'aujourd'hui, si on veut exister auprès des jeunes, le prix c'est celui-là. Et finalement, ce type, c'est pas simplement le mec qui plaît à ma grand-mère, mais au fond, effectivement, il transgresse. Alors, Jean-Pierre Pernaut, nouvelle idole des jeunes? Pas sûr. Mais si on fait le bilan de cet été du côté des magazines... Finalement, ça a tonifié toute cette presse. Donc c'est la presse People qui est gagnante. Ça, c'est bien. Aujourd'hui, cette histoire n'est plus qu'un vieux souvenir pour le couple Pernaut-Marquet qu'on découvrait il y a quelques semaines dans Qui veut gagner des millions, plus unique jamais. Non, moi je dirais réponse D. Jean-Pierre, c'est mon dernier mot. C'est le nôtre. Pardon, chérie.
Non, mais comme ça, J'ai compris qui c'était la patronne, hein. À leur côté, ce soir-là, un autre tandem très apprécié des paparazzis cette année, Claire Chazal, Philippe Torreton. Pourquoi tant d'attention? Claire se pose encore la question. Une réflexion qui l'amène parfois à se perdre dans ses pensées, comme ce soir-là. Elle était restée comme ça pendant 28 secondes. Elle avait l'air presque aussi hallucinée que la nouvelle Miss France lors de son sacre début décembre. Merci beaucoup. Oh mais c'est TF1 qui vous remercie. 9 300 000 téléspectateurs pour cette élection et même un pic à 11 millions de personnes au moment fatidique. Résultat, le standard a disjoncté. Pas le téléphone, mais Yves de Risbourg qu'il aurait fallu redémarrer parce que là, il avait bugué. Hein. C'est vraiment une élection formidable. Elles étaient 5 très belles et dans quelques instants, on va découvrir la Miss France 2006. Très belle élection que cette élection de Miss France 2006. 9 fois le mot élection en 13 secondes. Bug aussi ce soir-là des membres du jury lorsque Jean-Pierre Foucault leur avait demandé de poser des questions aux candidates. Je sais pas quoi poser comme question. La question que je voulais poser, elle a déjà été posée, non? Eh bien, c'est difficile, hein. Que demander à cette belle jeune fille? Son nom peut-être, parce que c'est ce qu'on a généralement du mal à retenir avec les Miss. Sauf Jean-Pierre Foucault, incollable au jeu du qui est qui. Il y a Corinne Flamand, c'est une Miss. Comment? Je confonds avec Flavie. Demandez à Corinne, elle en connaît un rayon. Elle va pouvoir vous donner quelques conseils. Cindy, Corinne est là dans le jury, Cindy. On se moque de Jean-Pierre, mais au fait, vous savez comment elle s'appelle, la nouvelle Miss France? Oui, je sais, c'est cruel. À vous de deviner maintenant. Et je sais que vous adorez ce petit jeu. Alors? Personne ne trouve? Heureusement elle connaît son nom. Moi, j'ai été élue Alexandra Rosenfeld, donc même si je suis Miss France, je reste Alexandra Rosenfeld avant tout. Alexandra Rosenfeld, Alex pour les intimes, dont Florence croyait faire partie. Faut-il que je vous appelle Alex? Alexandra. Bon, très bien. Elle préfère Alexandra, qu'à cela ne tienne. Florence respecte son choix. Alors Alex, merci. Alex et Flo, deux copines qui ce jour-là avaient parlé cheveux. En fait, j'étais châtain clair. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant de partir, j'avais fait des mèches marron et blondes. Et à la réunion, avec le soleil, la mer, ça faisait un peu effet casque à la caméra. Donc on était plusieurs filles à aller faire des mèches le matin. Alexandra, une gentille fille. Elle, au moins, elle ne devrait pas causer trop de soucis à Geneviève de Fontenay. Fin avril, on a bien cru perdre notre Geneviève de Fontenay nationale. Miss France 2004 lui a porté un coup fatal, posé sans ses vêtements dans Playboy, sacrilège. Non, elle n'a pas le droit, notre règlement est formel, elles n'ont pas le droit de se prêter. C'est terrible ça, parce qu'elle n'est plus Miss France. Là, il y a 5 ans. Il y a 5 ans derrière la pendant ligne 5 ans, on ne peut pas... Mais le prochain règlement, ça va être, quel que soit le millésime. Pour avoir désobéi, Laetitia Blégé est punie. Son titre est suspendu pendant 6 mois. Tout ce qu'il y a derrière, tout le battage médiatique, cette destitution provisoire, tout ça, bon, c'était inattendu, nous en sommes très contents. Forcément, il y a un impact important sur le journal. Nous sommes maintenant en retirage pour remettre des exemplaires car il est quasiment introuvable. En 10 jours, Playboy s'est vendu à 80 000 exemplaires, un record. D'habitude, le magazine ne dépasse pas les 40 000. Et dans l'entourage de l'ex-Miss France, on se félicite de cette superbe opération de communication. Merci, Madame de Fontenay. Elle nous a fait un coup de pub fabuleux. Moi, j'ai rencontré plein de gens depuis 1 mois ou 2 qui me disent « Tu t'occupes de qui? Laetitia Blégé ?» Mais qui est Laetitia Blégé? Alors je dis Miss France 2004, etc. On ne sait pas qui elle est. Et là, depuis 48 heures, on sait qui elle est. Je crois que j'aurais voulu dessiner un plan média, même dans mes rêves les plus fous, je ne serais pas arrivée à un résultat 100% gagnant. En somme, excepté Geneviève, tout le monde est content. Laetitia Blégé est la première Miss France à avoir posé pour Playboy. Et ça vous change une vie, mais pas un train de vie. Pour ces photos, Laetitia a touché moins de 15 000 €. Alors évidemment, une Miss sans t-shirt à ce prix-là, ça intéresse la concurrence. La preuve, dans Entrevue. Quand vous déterrez un squelette de dinosaure, vous ne pouvez pas empêcher les chiens du quartier de venir manger dessus, tout simplement. Et la meute est importante. Un supplément du Figaro, Gala, et pour la télé, une version habillée sur le plateau Thierry Ardisson. Quant à la morale de cette histoire, si tu n'es pas scientifique, déshabille-toi. Elle n'a pas inventé le radium, elle n'est pas écrivain, elle n'est pas chirurgien, elle a un corps, un visage, une plastique irréprochable et elle veut l'utiliser pour gagner sa vie. Où est le problème? Et puis de toute façon, que Geneviève ne hurle pas trop. Une autre de ces Miss a fait bien pire cette année. Élodie Gossuin, devenue sur TF6 présentatrice de Miss Swan.
On a offert la chance à des jeunes filles de devenir des reines de beauté extraordinaires et de faire un concours de beauté. Quand on lit le communiqué de presse, tout est joli. La réalité l'est beaucoup moins. Il s'agit en fait de l'élection de Miss Charcuterie. Je suis prête à gagner. Elodie avait raison quand elle déclarait sur notre plateau. C'est un conte de fées moderne pour elle, il n'y a rien de destructeur. Ouais, vraiment cette année, on s'est souvent dit devant la télé, mieux vaut entendre ça qu'être sourd. Encore que des fois, on a hésité. Elle a plutôt de foi qu'une, un cœur immense, et puis on devine. Cette superbe chanson très agréable à l'écoute, c'est celle qu'interprétait Laurence Boccolini à la fin de Mademoiselle Joubert, une fiction diffusée en octobre sur TF1, où l'animatrice star de la chaîne incarnait une instite. Nathalie Joubert, CM1, CM2. Examen de passage réussi pour cette Mademoiselle Joubert, vous étiez 9 millions à pouvoir noter son numéro de téléphone. Je vous laisse mon numéro de portable, 06 18 97 0 59. À très vite. Numéro bipé chez nous, mais pas sur TF1 qui l'avait diffusé en entier. Tout le monde pouvait donc appeler la plus people des instits, ce que nous avions fait. L'occasion de constater que Laurence avait non seulement changé de voix, oui, bonjour. mais aussi perdu son sens de l'humour. Oui, bonjour, Mademoiselle Joubert. C'est votre métier, faire les concours comme ça? Moi, je vérifie l'information. Vous êtes payé pour faire ça, monsieur? Il y a un crétin qui vous donne de l'argent pour faire ça. C'est extraordinaire, quand même. Vraiment, Laurence n'était pas contente. Elle nous fuyait, comme d'ailleurs de plus en plus d'artistes fuient les médias. Bonsoir, Camille. Ah, qu'est-ce qui se passe? La nouvelle scène musicale française aime-t-elle les plateaux télé? Pas sûr. Des médias formatés et des artistes parfois mal à l'aise, cela peut se transformer en joute verbale. Par rapport à vous, par exemple, je sais pas, je me sens pas très... Enfin, je suis spécialement bourgeois, mais ouais. Loin des paillettes et du showbiz, ils vendent des milliers d'albums, remplissent des salles de concert toute l'année et drainent avec eux un public hyper fidèle. La télé, pour eux, s'utilise avec parcimonie. J'ai toujours pensé qu'il valait mieux découvrir un artiste sur scène pour le voir dans sa totalité. Tous les artistes ont toujours plusieurs facettes à présenter et que la télé n'en présente jamais qu'une seule. J'habite Perpignan, j'ai ma famille à Perpignan, j'ai mes mômes à Perpignan. Si une émission tombe pendant que j'ai la garde de mon fils, j'y vais pas. Et puis si ça me tombe bien, j'y vais. Et puis voilà, c'est tout simple. Mais la télé, c'est aussi le meilleur moyen de faire découvrir sa musique rapidement et au plus grand nombre. Révélation de cette rentrée, Da Silva passe lui aussi par ce média pour lancer son album, mais pas à n'importe quel prix. Vraiment, à quoi l'on ressemble après toutes ces années à vivre ensemble. C'est un média qui m'intéresse, bien évidemment. Je crache pas sur la télé, mais je veux une télé de qualité. On peut choisir à la télé de la regarder, on regarde ce qu'on souhaite regarder et on va où on souhaite aller. Les émissions où il faut raconter ta vie pour vendre des disques et surtout pas parler de musique ou surtout pas jouer de musique, quoi. Les crachoirs, ça m'intéresse pas trop. Peut-être pas pédé, autrement dit. Ah non, pas du tout. Alors là, je m'en excuse pour les gens qui le souhaiteraient. Non, pas du tout. Se protéger à tout prix de ce média parfois agressif, Goldman refuse que sa photo apparaisse en couverture des magazines et ce n'est que pour la bonne cause qu'il fait son passage annuel dans le petit écran. Parfois, la discrétion peut être rentable si elle est utilisée intelligemment. À 13 ans, tu étais à Paris après? Oui. C'est ça? Bon, là, attends, on continue. Prix de chant à l'âge de 10 ans aussi. Oui, ça, c'était au Canada, alors? C'était au Canada. Qu'est-ce que tu chantais à 10 ans? Je ne m'en rappelle plus. Ton micro, oui. Ton micro. Ça fait partie de son CV. Ne passe jamais à la télé, ne parle jamais à la radio, on ne la lit jamais dans les journaux. Ses apparitions à la télévision sont très très rares. Alors après, c'est tout le paradoxe des artistes, c'est-à-dire que c'est important pour les artistes de continuer à se montrer de temps en temps ou de faire parler d'eux, évidemment. Sinon, la machine s'essouffle, le public se désintéresse, il y a qu'un petit noyau dur de public qui les suit, mais ça suffit pas à vivre. Sauf si les programmateurs d'émissions de télé ne leur lancent jamais d'invitation. La fille du coupeur de joint a beau avoir fait le tour de toutes les générations d'étudiants, Hubert Félix Thieffen, 27 ans de carrière, reste le grand absent des plateaux télé. Quand on me demande pourquoi je passe pas à la télé, je ne sais pas vraiment répondre. Je sais que par rapport à certaines chaînes, il y a une censure sournoise. C'est-à-dire que j'appelle censure sournoise le fait qu'on vous ignore. L'heure qu'il est, on a parallèlement choisi. Ça s'est fait comme ça, en fait. Nous, on fait notre boulot. Ensuite, c'est les propositions qui viennent ou pas. On n'a jamais dit, il faut pas passer le disque à la radio. On a fait notre chemin sans ça. Et s'il n'y a pas ça demain, c'est pas ça qui va nous arrêter de faire de la musique, ça c'est clair, quoi. C'est presque de la tricherie, quoi, de pas dire qu'il y a un tel qui remplit une salle comme Bercy.
Le terrain de jeu favori de ces chanteurs reste la scène. Logique qu'on les retrouve chaque mois sur le plateau de Taratata, une émission dans laquelle ils se reconnaissent, un savant mélange dans la programmation alternant grosses pointures et jeunes talents. Les artistes qui profitent de la loupe, de l'effet loupe comme ça de Taratata, sont plus les inconnus, les peu connus ou les débutants que les stars confirmées qui rajoutent à la notoriété de Taratata, mais qui pourraient s'en passer en faisant les primes et les autres émissions où ils sont régulièrement invités. Monsieur Da Silva dans Taratata. 1 million de personnes, c'est énorme. Après, pour de l'audimat, c'est sûr, c'est peut-être pas suffisant pour les producteurs, etc. Moi, me produire devant 1 million de personnes, je trouve ça énorme. Énorme, mais bien loin des 6 millions d'acheteurs potentiels qui regardent le prime time star académicien de TF1. Oh, alors moi, j'adorerais Louise Attaque est bienvenue, Matmata, Sinsemia, j'adorerais. Maintenant, il faut bien se dire un truc, c'est que pour certains artistes, la Starac, ça le fait pas. Oui, je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Ouais, ça s'appelle snobber. Ouais, je snob, j'assume. Je snobberais la Starac parce que je crois que ça serait plus négatif que positif. Pour moi, pour mon image, pour ce que j'ai envie de dire, pour ce que j'ai envie de faire. Je pense qu'après, j'aurais du mal à défendre certaines positions si, à la première sollicitation, je me commettais avec le grand capital. Je serais curieux de savoir ce que les programmateurs télé écoutent à la maison et ce qu'ils voudraient réellement passer dans leurs émissions. Ouais. Si c'est vraiment en phase, ça m'étonnerait quand même. Ouais. Quant à Camille, elle a déjà obtenu son 2e disque d'or. Il est le plus people des politiques, à moins que ce ne soit l'inverse. Nicolas Sarkozy a encore fait ces derniers mois le bonheur de la télé, invité partout et pour cause. Mieux que le Magic Abdo qui fait gonfler vos tablettes, le Magic Sarko fait gonfler vos audiences. C'est fantastique. Beaucoup font donc appel à lui pour sculpter leur courbe d'audience. C'est vraiment drôle et ça ne prend que quelques minutes. Son truc en plus, sa manière si singulière de répondre aux questions par d'autres questions. Qu'est-ce qu'ils demandent les Français? Qu'est-ce qui crée des emplois aux plus jeunes? Votre émission l'a démontré quoi? Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a fait le succès des surfaces? Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que je viens de vous dire? Nicolas Sarkozy, ce fut donc cette année beaucoup de questions pour lui et pour la presse. Sa vie privée ayant appelé une réflexion sur les frontières de la vie publique. Après le feuilleton estival Nicolas Cécilia, rien ne va plus, la presse a attendu 1 mois avant de faire éclater la vérité au grand jour. Information capitale essentielle, la France devait savoir. Nicolas Sarkozy partage sa vie avec une journaliste. Le 6 octobre, la nouvelle qui faisait jusqu'alors jaser le petit monde médiatico-parisien est révélée par le Télégramme de Brest. C'est le début du feuilleton. 2 jours plus tard, le Parisien confirme, sans aller plus loin, à la demande de l'intéressé. On a eu cette personne au téléphone. Elle nous a surtout dit qu'elle n'entendait jouer aucun rôle public et qu'il était hors de question que son couple soit instrumentalisé politiquement, comme ça avait pu être le cas avec Cécilia. Et donc, on n'a pas publié son nom. Mais le Parisien donne ainsi le coup d'envoi de la surenchère. Un palier est encore franchi sur France Inter le même jour. Ça va, voilà. Qu'on n'accuse pas les journalistes d'entrer là où on les a appelés. La femme en question, elle est journaliste d'un grand quotidien et il faudrait le cacher? Non. C'est au Figaro qu'elle est journaliste et ce n'est ni Janice Hammet ni Armel Elio. J'avais le Parisien sous les yeux et j'ai trouvé que... pourquoi il ne donnait pas le nom de notre copine? Vous ne l'avez pas fait non plus? Non, parce que j'ai voulu l'aménager, elle. Et il existe même des preuves de cette relation. Des photos montrant le couple en train de faire ses courses à Paris, prises le 20 septembre, circulent dans les rédactions. Leur prix, 100 000 €. VSD et Paris Match décident de ne pas les publier, histoire de ne pas froisser le ministre de l'Intérieur, déjà très affecté par la diffusion de clichés montrant Cécilia et son amie. Du côté de France Soir, on veut y voir un énième plan de communication. L'identité de la journaliste du Figaro sera donc dévoilée au grand public. Comment l'homme le plus protégé de France après Jacques Chirac se promène dans un grand magasin d'électroménager, fait des achats au vu et au su de tout le monde, et 2 paparazzis, déjouant absolument tous les services de sécurité, prennent des photos. S'ils prennent des photos, c'est parce qu'on les laisse prendre des photos, parce que ces photos sont destinées à sortir un petit peu plus tard. On a un peu torpillé l'opération de communication politique, voilà. Pour Sarko et sa fiancée, la ligne jaune a été franchie par France Soir puis par l'AFP. 2 plaintes ont été déposées pour atteinte à la vie privée. Une procédure menacerait également l'Express qui a publié le montant des dépenses de ce fameux shopping. Après la surmédiatisation, les effets de la pipolisation du présidentiable Sarkozy. Certains vont considérer que décidément c'est trop et d'autres vont considérer en même temps
que c'est plutôt sympathique de voir quelqu'un qui nous ressemble dans sa vie privée. Et là, politiquement, tout l'enjeu est de savoir si, au total, le solde est plutôt positif ou plutôt négatif. Une affaire très complexe, comme dirait Élodie Gossuin. Ah, le petit monde des pivoles. Élodie est comme ça, elle a toujours le mot juste. Normal, vu que c'est la reine de l'info. Savez-vous que j'ai été élue Miss France à Monaco? Ah non? Maintenant que vous nous le dites, on comprend mieux pourquoi le Gros Rocher est lui aussi l'objet de toutes les attentions médiatiques. Ce matin, j'ai fait l'émission de Sophie Davant, c'est au programme. Là, je rentre d'Europe. Hier soir, j'ai fait l'émission d'Yves Calvi, c'est dans l'air. Ce matin, j'ai fait la matinale de Jean-Jacques Bourdin sur RMC. J'ai fait aussi le 8h sur Europe. Hier... 6 avril dernier, le prince régné est mort, la communication continue. Les journalistes People sont sur le pont, à la télé, à la radio, dans la presse. Dans la cathédrale de Monaco, dont les 3 nefs contenaient mal une extraordinaire assistance, le couple princier a reçu la bénédiction du... Un jeu médiatique que le prince a largement contribué à mettre en place depuis son mariage avec Grace Kelly. Ce petit état dans lequel il n'y avait rien, que personne ne connaissait, il ne suffisait pas qu'il soit riche pour qu'il vive. Il fallait aussi qu'on le connaisse. Donc il fallait qu'il ait une image, il fallait qu'il ait une vitrine. Vitrine qui brillera grâce à une communication ultra moderne et super maîtrisée. Régnier a tout inventé, je dirais, hein. Tout avant tout le monde. C'était un peu les Kennedy de la Riviera. Je crois que Régnier l'a poussé à son paroxysme, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une sortie avec les enfants sans des photographes, il n'y avait pas des vacances sans les photographes, il n'y avait pas un bal, des fêtes monégasques sans que tout ça soit montré, affiché et finalement fasse la couverture des journaux. Et quand, au milieu des années 80, la principauté de Monaco entre dans l'ère des paparazzis qui vont traquer les enfants du prince sans relâche, lui ne changera pas son fusil d'épaule d'un iota. Quand c'est bien, on en parle. Quand c'est pas bien, on fait le dos rond et on n'en parle pas. Homme de médias, le prince régnier laisse à son fils Albert l'héritage d'une communication certes maîtrisée, même si... Je pense qu'Albert doit très vite réveiller ce rocher et il a quand même un gros challenge s'il veut continuer le côté marketing qu'avait instauré son père. Il faut réinventer un petit peu la médiatisation du rocher. Les rapports, déjà, du prince Albert avec qui que ce soit son entourage, que ce soit les médias, seront des rapports extrêmement moralisés. Et le jeu médiatique donnant-donnant continue. Le déluge de numéros spéciaux et de hors-série, coincé entre la mort du pape et le mariage de Charles et Camilla, devrait encore faire des heureux. C'est l'audience. C'est jamais le prince Albert qui a demandé qu'on interrompe les programmes en France pour diffuser des reportages sur sa famille. C'est simplement les télévisions qui ont pensé que pour l'audience, c'était excellent de parler de la famille Grimaldi. Et ça reste encore vrai aujourd'hui, la preuve en novembre avec le couronnement d'Albert II, couronné de succès. TF1 et France 2 confondus, 3 400 000 téléspectateurs pour une cérémonie des plus courtes, 3 heures. D'ailleurs, Élise avait prévu le coup en venant avec son mini-bar, 4 verres d'eau. La gorge sèche, elle fut pour Jean-Claude Narcy, qui aura passé sa matinée à s'égosiller pour joindre Carole Rousseau à Monaco. On va peut-être appeler Carole Rousseau si elle est prête. Carole. Attention la voiture. Carole, Carole, c'est à vous. Oui, Carole Rousseau, vous m'entendez? Carole. Il est resté le même, avec le poids des responsabilités, bien évidemment. Carole, j'aperçois derrière vous. Carole, j'aperçois derrière vous. Merci Thierry, merci. Carole, vous m'entendez? 13 samples Carole pendant l'émission. Ce n'était plus Jean-Claude, mais DJ Narcy. Il sort quand le single? Carole, j'aperçois derrière vous. Carole, j'aperçois derrière vous. Il aurait dû faire la Starac, Jean-Claude. Mais c'est vrai que la concurrence était encore rude au casting cette année avec une fois de plus des milliers de candidatures. Ça se comprend, hein. Ça fait toujours rêver de se dire qu'un jour on pourra rencontrer pour de vrai des stars comme Raphaël Ricci ou plus accessoirement Madonna. Madonna à la Starac, c'était le 11 novembre, un événement pour l'émission, mais pas pour elle. La Madone avait fait le service minimum. Elle n'était pas en direct. Sa prestation avait été intégralement enregistrée plusieurs heures avant l'émission. Et côté chanson, là aussi, politique du moindre effort, du playback et pas de danseur. Bref, elle avait l'air un peu moins motivée qu'une semaine plus tôt au MTV Europe Music Awards. Deux émissions et deux Madonna complètement différentes pour une bonne et simple raison, l'audience. 1 milliard de téléspectateurs potentiels pour les MTV Europe Music Awards, alors forcément les 8 millions de la Starac ne représentaient pas pour elle un enjeu stratégique démesuré. En tout cas, la Madone à la Star Academy, tout le monde s'en souviendra. Surtout Nikos. Ouais, vous faites beaucoup de sport par jour?
What about your body? Parle anglais, s'il te plaît. Ce soir-là, il était né entre les deux une réelle complicité. Merci Madonna d'avoir été. Sorry. Il m'écoute uniquement moi, Oui, mais pas elle vous. n'écoute que vous, je vous en prie, it's yours. Mais Nikos ne fut pas le seul à avoir les faveurs de la star. Les élèves aussi, non contentes d'avoir refusé de chanter avec eux, elle leur offrait pendant leur prestation des regards pleins de tendresse. Et leur adressait ensuite ses très sincères félicitations. Waouh! Une Madonna un peu moqueuse, mais elle a tort, car ce soir-là, elle a rencontré celle qui pourrait très bien lui faire de l'ombre demain. Magali, la gagnante de cette 5e édition. Elle s'appelle Magali, elle a 13 ans, elle nous vient de Gonesse. Vous allez voir, elle a une voix extraordinaire. 5 ans plus tard, c'est sur TF1 que Magali devient superstar. Après Jennifer, Nolwenn, Elodie et Grégory, la voici sacrée reine de la Starac 2005. La Star Academy a été remportée par Magali et Jérémy, 2 finalistes nourris à la télé-réalité et au show-business. La première, fan de la Starac, depuis sa création, a monté 2 sites internet consacrés à son idole, Anne-Laure, candidate de la Starac 2002. Le second a couru les castings pendant des mois avant de passer 3 mois au château de Damary-les-Lys. On attend, anxieux et souvent déphasé, que la déesse Providence vous montre du doigt. Pourtant, il y a encore quelques semaines, personne n'aurait prévu que les spécialistes, ce seraient eux. Il y a un aspect charismatique qui est le facteur X qui fait aussi une star qui ne nous appartient pas et qui appartient au public. Ça reste quand même un choix beaucoup plus affectif qu'artistique. Peut-être qu'elle est moins bien gaulée que les autres, peut-être qu'elle chante moins bien que les autres, bah ouais, mais elle est tellement gentille, elle est tellement humaine qu'elle est là. La Starac s'est-elle laissée envahir par l'aspect télé-réalité du programme? Magali, avec ses rondeurs et sa détermination, a su émouvoir le public malgré les critiques et les nominations répétées de ses professeurs. Et je veux que ça te donne une putain de pêche, mais une pêche qui va tout démonter. C'est pas anormal que la France vote pour elle. Elle ressemble à la France. C'est une fille de la rue. Mais toutes les grandes histoires de la chanson ont été faites de gens de la rue. Problème, TF1 aurait peur que la victoire de Magali décrédibilise son programme phare. Alexia Laroche-Joubert avait prévenu en début de saison « Retour aux fondamentaux pour cette Starac 2005 ». Les mots d'ordre, apprentissage et professionnalisation. Pourtant, excite les candidats chouchous des profs, le public a eu le dernier mot. Je trouve ça rigolo qu'une grosse machine puisse être surprise aussi, une grosse machine qui pourrait manipuler tout ce qu'elle veut. Et finalement, il y a des choses qui lui échappent et ça, c'est génial. Du côté d'Universal, on grince aussi des dents. Durant 3 mois, les profs reprochent à Magali son côté fan et son manque d'univers artistique. Alors l'image négative et amateur véhiculée par l'émission va-t-elle porter préjudice aux futures ventes de son album ? C'est Universal qui devra travailler avec ces 2 artistes et trouver leur style justement, de façon à ce qu'ils se sentent bien et que aussi on vende du disque. Coaching réussi pour Jennifer et Nolwenn, véritable superstar discographique. Déception en revanche pour les ventes des albums d'Élodie Frégé et Grégory Lemarchal. Des albums parfois sortis dans la précipitation. Universal presse ses académiciens, mais oublie parfois de leur demander leur avis sur les titres qu'ils devront défendre. J'avais une image très sportive, très dynamique, et on m'a dit tiens c'est bien si tu vas faire de la techno, toi tu vas faire de la house. Ça m'éclatait au départ parce que je faisais danser les gens, mais au bout d'un moment, tu t'es fatigué parce qu'artistiquement, tu sais que c'est pourri. Changement radical donc pour son nouveau disque. Je veux pas le savoir. Mais son passage à la Starac lui a malgré tout rapporté plus de 270 000 €. Être un ex du château, ça peut rapporter, mais l'étiquette Starac risque de coller longtemps aux apprentis chanteurs. L'étiquette, elle est lourde, mais elle est beaucoup moins lourde que cette attente en se disant j'ai du talent, mais on ne me remarque pas. Si les artistes peinent parfois à être programmés alors qu'ils sont surexposés médiatiquement, qu'en sera-t-il dans quelques mois lorsqu'on les aura quasiment tous oubliés? Certains, comme Anne-Laure et Michal, choisiront les concerts dans les salles intimes pour mieux revenir. Le défi de Magali et de sa maison de disques, trouver de bons titres et affirmer une personnalité. Lors de l'avant-dernier Prime, Magali était déjà en voie de chimène-badisation.
Regardez Céline Dion, regardez Mireille Mathieu, regardez Carrère et Sheila. Enfin, toutes les grandes réussites populaires ont été faites avec des Pygmalions qui étaient autoritaires. Et aujourd'hui, si Magali marche, c'est parce qu'on va lui trouver des super bonnes chansons et qu'on va lui dire tais-toi et chante. Début mars, la Starac part en tournée à travers toute la France. TF1 et Endemol ont déjà annoncé une 6e saison. À Magali de prouver que le public a eu raison. Il faut maintenant qu'elle se trouve et moi j'ai hâte d'entendre du Magali. Ce qu'il faut, c'est tourner une page. Quand tu as tourné une page, après, c'est déjà un gros pas de fait. Si l'on peut s'interroger sur l'avenir de certains candidats de la Starac, il y en a deux pour qui il est assuré. Arnaud et Jérémy. En cas de problème, ils pourront toujours revenir chez Pascal Sevran, celui qui les a formés dans Entrée d'artistes. Et ça, à l'automne, il voulait que ça sache. Alors il l'a répété, un peu, beaucoup, à la folie. C'était au temps où Arnaud ne pleurait pas. C'était au temps où Arnaud ne pleurait pas. C'était au temps où Arnaud ne pleurait pas. Arnaud ne pleurait pas. Donc c'était au temps, oui j'ai déjà dit. Oui mais si peu, seulement 5 fois en 13 minutes ce jour-là, et presque autant de précision lacrymale sur Jérémy. C'était au temps où Jérémy pleurait. Jérémy, c'était au temps où il pleurait. Pascal énervé que la Starac lui ait volé la paternité de 2 candidats et pourtant quelques mois plus tôt, il était limite prêt à se fiancer avec l'émission de TF1. Vous seriez prêt, dites-vous, à succéder à Gérard Louvain. TF1 vous a-t-il passé un coup de fil? Tout est parti de chez vous il y a 2 ans ou l'année dernière, où vous m'aviez dit l'an passé d'être prof. J'avais répondu bah oui, pourquoi pas, sauf que je suis sur France 2. Et cette année, on me redit être professeur. Et j'ai répondu professeur, vous rigolez. Directeur. Est-ce que vous seriez partant? Mais écoutez, Daphné, ça ne se pose pas. L'émission que je produis sur France 2 marche du feu de Dieu. Regardez ce qui s'est passé en 1 an tout seul dans mon coin avec ces jeunes gens et ces jeunes filles. Et tout à coup, regardez la presse, regardez ce que disent les gens dans la rue, regardez les sondages d'écoute, regardez les courbes. Vous allez voir qu'ils ne sont pas si mal, mes petits. Pascal Sevran, un roman à lui tout seul. Pas étonnant qu'il anime désormais sur Pink TV une émission littéraire, Bibliothèque Pink, qui au départ devait s'appeler Bibliothèque Rose. Le titre me plaisait bien. Ça aurait en tout cas très bien collé à votre style de présentation, justement inspiré d'une des grandes vedettes de la Bibliothèque Rose. Oui, oui. Oui, 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 oui. 75 oui en 1 heure d'émission. Non, non. Si, et on a aussi relevé une blague. Racine, Corneille, Molière... Corneille le chanteur. Chapeau Pascal, elle était terriblement efficace cette vanne. Je trouve que là, on est dans un très haut niveau. Lors de cette première, Pascal avait étrillé à peu près tout ce que la littérature compte de célébrités, à commencer par Michel Houellebecq. D'une manière générale, je crois que avec beaucoup de talent, Michel Houellebecq se fout du monde et il y réussit très bien. Houellebecq, un écrivain devenu cette année un people à part entière grâce à une communication extrêmement maîtrisée pour la sortie de son nouveau livre à la rentrée. Sa recette pour créer l'envie, très peu d'interviews et des exigences, comme chez Thierry Ardisson, celle de ne pas être interviewé en plateau. Ce soir-là, comme à son habitude, Michel Houellebecq s'était montré très souriant et cohérent. Je suis toujours prêt à pardonner. Je crois pas beaucoup au pardon. Bref, Michel avait fait du Houellebecq en laissant éclater comme à l'accoutumée sa joie de vivre, exaltation qui heureusement n'entrave jamais la fluidité de son discours. On sait maintenant qui a écrit l'un des plus gros tubes dance des années 90. I wanna Un vrai sens du rythme ce Michel car il respecte aussi la règle des breaks. Il est... Pour mieux ensuite relancer le tempo. Rajouter à cela une modestie presque maladive. De temps en temps, je me trouve trop intelligent. Et vous comprenez pourquoi Houellebecq est devenu cette année une véritable star. Il gagne le prix de la communication, mais pas le Goncourt, concours qui fait de son lauréat une vedette plus plébiscitée que n'importe quelle grande star internationale. Le 3 novembre, les médias avaient rendez-vous chez Drouan, célèbre restaurant parisien. C'est là qu'est désigné le lauréat du prix Goncourt depuis 1914. Cette année, les finalistes étaient Olivier Adam, Jean-Philippe Toussaint, François Weiergans et le favori Michel Houellebecq. Pour les médias, pas question de louper le vainqueur. Certains ont même prévu un duplex. Est-ce que tu crois qu'on pourra enchaîner après le direct l'interview de Houellebecq ici, l'interview du lauréat ici? On va faire un direct dans le journal de 13h. Qui passera, en fait, le journal, ce sera le Goncourt seulement, sera l'invité des 5 dernières minutes du journal de 13h. 13h justement, passé de quelques minutes, le verdict tombe enfin. Alors, le prix Goncourt 2005 a été décerné au second tour de scrutin à François Weiergans pour 3 jours chez ma mère. Il ne reste plus qu'à attendre l'écrivain.
Je suppose que les 4 éditeurs et lauréats sont dans le coin. Ils vont entendre. Et puis, le lauréat désigné, à 1h01, va franchir Drouan, va monter au premier étage. Et à ce moment-là, je vais l'amener dans le salon des concours. Raté à 13h15. Et le lauréat? Il y a trop de monde, c'est plein. Toujours personne à l'horizon. C'est Geneviève, vous êtes où? La rédactrice en chef du journal de France 2 perd son sang-froid. Écoute, c'est vraiment le bordel. Hein. Elle est allée chercher chez qui ne sera pas là avant 10 minutes. Il y a 250 caméramans, des photographes, etc. qui sont là. Et je ne sais pas comment on va faire pour l'attraper. Et pour cause, les locaux de chez Drouan sont plutôt exigus, ce qui crée quelques tensions parmi les techniciens. Ah non, ça, c'est n'importe quoi. Ça suffit, je le dis gentiment et tout. Pour Geneviève, une seule solution, implorer les journalistes de lui laisser la priorité. Laissez-nous 10 minutes. C'est du direct, c'est pas... Après, on vous le donnera, on vous le laisse, mais laissez-nous. Après une attente interminable, François Weiergans arrive enfin. Je vais mourir, hein. François. Il atteint juste à temps le salon du duplex. On direct normalement dans 1 minute. Et... Oh non, maintenant en fait. Attends, il me faut que je... Ouais, il arrive. Sortez, s'il vous plaît, laissez. François Weiergans qui est en duplex avec nous. Manifestement, vous nous entendez, vous venez tout juste d'arriver chez Drouan. Vous reculez, s'il vous plaît. Si vous ne reculez pas, le lauréat ne sortira pas. Juste derrière la porte, un autre direct se prépare, celui de France Inter. Est-ce que c'est possible de laisser passer parce qu'on doit aller dans la pièce à côté? Finalement, les 2 directs ont bien eu lieu. Il faudrait monter le son de François Weiergans pour qu'on l'entende mieux. Allez-y, je vous écoute. Posez-moi une question. Dès 14h, les autres journalistes s'emparent à leur tour de l'heureux élu pendant que Geneviève se remet tout juste de ses émotions. Mais le lauréat du Goncourt ne fut pas la seule star à avoir provoqué l'hystérie médiatique cette année. Il y eut aussi Dorothée. Début décembre, son apparition chez Michel Drucker mettait en ébullition bon nombre de rédactions. Il faut dire qu'on ne l'avait pas vue à la télé depuis la disparition du Club Dorothée, il y a 8 ans. Pendant 8 ans, on m'appelait, on me disait alors, Dorothée, est-ce qu'on peut faire la télé? J'ai dit, écoutez, je vais vous dire non, ce sera beaucoup plus rapide. Vous allez gagner du temps, comme ça vous allez... Voilà. Je savais qu'elle voulait pas communiquer. Une absence télévisuelle qui prenait donc fin le 11 décembre sur le plateau de Michel Drucker où elle acceptait de venir par amitié pour une autre revenante, Chantal Goya. C'est un spécial Chantal Goya et Jean-Jacques Debout. Et Chantal et Dorothée sont très amies. Chantal lui a demandé, elle a dit OK. Mais elle vient, mais elle a vraiment rien à... C'est juste par amitié, elle a rien à vendre. Rien à vendre et pas grand-chose à dire non plus. Ses réponses allaient de... Ouais. A. Bah oui. En passant par... Au final, en 8 minutes d'interview, seulement 1 minute 52 de Dorothée. Bah oui. Vu tout le tapage médiatique qui avait précédé cette interview, le résultat final était vraiment à se demander si tout ceci n'avait pas été légèrement survendu. À ton avis. Autre drôle de dame de la télévision d'hier, Farah Fawcett qui faisait elle aussi son comeback médiatique cette année. C'est l'histoire d'une bonne idée, enfin presque, devenue un cauchemar. Aux USA, la spécialité de la chaîne TV Land, c'est la nostalgie en série. 24 heures sur 24 de feuilletons cultes. Alors, les patrons de TV Land ont pensé qu'en appelant une ex-drôle de dame Farah Fawcett, en filmant sa vie aujourd'hui, ils tenaient le succès du siècle. Ever since reality TV has become a reality, everyone's been after her. Mais les producteurs ont commencé à flipper avant même que tout soit signé. Ils auraient dû se douter que le pire était à venir. I know what you really think of reality shows. Oh, I don't like them. I think it's ridiculous to do a reality show and yet not acknowledge that there's a camera, because that means then it's not real if you don't acknowledge there's a camera. Farah Fawcett finit par accepter et les ennuis commencent avec son staff. I'm not agreeing to be filmed right now. No. You cannot be behind this the whole time we're shooting you because we can't see you when you're doing that. Problème, la vie de Farah Fawcett n'a pas beaucoup d'intérêt. Une limousine par-ci, un tapis rouge par-là, de l'Hollywood ordinaire. Mais il faut bien en faire de l'extraordinaire. Chasing Farah devient la chronique d'un ratage. The show can't be us chasing you. Why not? Because the audience wants to see the real you, not you from a distance. So, I mean, I guess we can... We'll have to figure it out, right? Who I am. Un contrat est un contrat. Farah Fawcett va bien être obligée de dévoiler sa vie privée. Dans le 2e épisode, elle persuade son ami Ryan O'Neal de participer pour mettre un peu de piment. Aux dernières nouvelles, TV Land aurait compris qu'il vaut mieux laisser les vieilles stars de la télé chez elles, sans caméra.
En France, nos people en manque de célébrité ont eux vraiment donné de leur personne pour réussir leur retour sur le devant de la scène. Certains se sont prêtés exilés volontaires pour Première Compagnie. Quant à Régine, dans La Ferme, elle est allée jusqu'à se déguiser en schtroumpfette. Tout ça pour avoir les faveurs du public. Non. C'est bien connu, la notoriété rend fou, mais il y a pire. La disparition de cette notoriété, ça peut vous pousser à faire n'importe quoi. Sergent-chef Pascal Olmeta, ne bougez pas. La réponse juste après la pub. J'ai dit ne bougez pas.